Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais commencer par vous parler d'Ergotrade et derrière Mathilde enchaînera sur Calijoto. C'est deux projets en cours, donc vous verrez qu'on va vous présenter les premiers résultats. Tout n'est pas clôturé, mais il y a déjà des choses intéressantes qui ressortent. Et en tout cas, deux études qui visent à rendre la traite plus durable, dans le sens vivable pour les trayeurs d'aujourd'hui, mais aussi attractif pour les trayeurs de demain. Le contexte de la traite, vous l'avez évoqué là en quelques points forts sur cette diapo, c'est un acte important sur un élevage laitier. Il n'y a pas d'élevage laitier sans traite. C'est des impacts forts et multidimensionnels sur les conditions de travail bien sûr, mais aussi sur la santé des animaux, sur la santé globale sur l'exploitation. On commence même à parler de one welfare à la traite. Et vous verrez tout à l'heure qu'il y a un schéma qui explique ça. Et puis beaucoup de variabilité entre exploitations et même au sein d'une même exploitation à certains moments de l'année. On va avoir des contraintes qui vont être plus ou moins importantes et qui vont faire qu'on a parfois besoin de réadapter les choses en fonction du moment. Alors certes, le robot de traite, il a sa place, on en voit beaucoup se monter aujourd'hui, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est les chiffres qui sont évoqués par Axema, qui est le syndicat des équipementiers, qui nous annonce 30% de robots à l'horizon 2030. Ça veut dire qu'à l'horizon 2030, il restera encore 70% de traite conventionnelle. Donc il est quand même tout à fait légitime de réfléchir aussi à cette façon de produire du lait. Donc Ergotrade, pour faire très vite, l'idée c'est de viser à l'optimisation globale de la traite. Alors c'est l'optimisation ergonomique, biomécanique d'une certaine façon, mais pas que, parce qu'il y a effectivement des choses à réfléchir sur l'organisation. Et comme l'évoquait en train de l'introduction Céline tout à l'heure, il y a aussi des logiques d'organisation du travail à retravailler sur les élevages. Hein. Faire les choses, c'est une chose. Les faire parce que c'est nécessaire, c'est d'autant mieux. Et les faire bien parce qu'elles sont nécessaires et qu'elles vont avoir un impact positif, c'est encore mieux. Et puis l'attractivité du métier, on en a parlé dès ce matin, c'est quelque chose qui a toute son importance si on veut des trayeurs demain dans les fosses de traite. Je passe sur les différentes actions. Le principe, c'est un peu toujours le même. On refixe le décor. On aborde les choses de façon un peu différente pour mettre un peu de nouveauté. Vous verrez tout à l'heure qu'on parlera de motion capture. C'est la grande nouveauté dans Ergotrade, mais pas la seule d'ailleurs. Et puis, bien sûr, il faut essayer d'orienter ça vers les futures générations et les trayeurs aussi d'aujourd'hui. Sur les résultats que je souhaitais repartager avec vous, ils ont déjà été partagés, mais ils ont quand même une certaine importance pour réfléchir à de l'ergonomie, mais aussi réfléchir à l'organisation de traite parfois, et reprendre le travail qui a été fait sur cette exploitation, et notamment sur l'exploitation de la Blanche Maison et sur l'exploitation de Trévarez, avec des mesures d'éléments verticaux et d'éléments horizontaux, à savoir où se situent les animaux, où se situent les éléments de contention, en vertical, mais aussi en horizontal. C'est-à-dire quand je dois intervenir sur le trayon le plus pénalisant, celui qui est le plus loin ou celui qui est le plus haut, et parfois c'est le même qui est les deux, quel impact ça va avoir sur mes conditions de travail et sur la possibilité que j'ai de m'adapter ou pas à cet animal en question, à ce trayon en question, et qu'est-ce que le matériel va pouvoir me permettre ou pas vis-à-vis de tout ça. Donc vous voyez que c'est quand même 726 mamelles, donc ça commence à être déjà assez significatif, sur 2 races, sur 4 sites d'installation. Et ce qu'il en ressort, c'est que malheureusement, il y a beaucoup trop de orange sur ces graphiques. Donc vous avez là sur la gauche ce qu'on appelle la distance d'atteinte verticale, c'est-à-dire jusqu'où il faut que je monte la main pour pouvoir intervenir sur le trayon le plus haut. Et sur la droite, vous avez la distance d'atteinte horizontale, jusqu'où je dois pousser ma main pour aller chercher le trayon le plus loin. Alors, ce qu'il en ressort, même si c'est pas forcément facile à lire en première intention, c'est pour ça que je vais vous accompagner, c'est que, bon, effectivement, il y a trop d'orange, il y a trop de jaune, bien trop peu de vert. Alors, bien sûr, ce n'est que les trayons les plus extrêmes, mais il n'empêche que ça veut dire que sur chacune des vaches, potentiellement, on peut se retrouver sur certaines de ces installations-là. Si on prend la première sur la gauche, immatriculée AUF, il n'y a aucun trayon dans les trayons les plus hauts et les plus loin qui est vraiment dans une zone de confort. Et derrière, bien sûr, on essaye de se dire, il faudra arranger tout ça et on regarde s'il y a des explications dans la typologie machine qui pourraient expliquer ces éléments. Ce qu'il en ressort, c'est que finalement, chaque type d'installation, qu'on soit sur de l'épi, qu'on soit sur du roto ou qu'on soit sur une traite par l'arrière, a ses avantages et ses inconvénients. Globalement, sur la traite par l'arrière, on a moins de soucis avec l'atteinte horizontale, quoique sur les petites vaches, sur les petites génisses, il faut quand même aller chercher un peu loin la mamelle pour pouvoir intervenir sur les trayons de l'avant. Et sur les installations en épi, souvent, ce qui pose problème, c'est ces vaches qui vont être un peu plus avec un volume de mamelles un peu plus important et il va falloir aller chercher le trayon qui est à l'opposé. Globalement,
il y a sûrement possibilité d'arranger les choses. Sur l'horizontal, c'est un peu plus tordu parce qu'il faut réfléchir positionnement des animaux sur le quai, il faut réfléchir contention, et qui dit contention dit aussi sécurité. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Par contre, il est sûrement fondamental de réfléchir quand on dimensionne la hauteur des quais, à la taille du trayeur bien sûr, mais aussi à la taille des animaux. Dans les travaux qu'on a conduits en amont de ce travail-là de mesure en ferme, on s'est aperçu qu'au niveau génétique, nos animaux, et notamment les primogènes, gagnaient 1 cm tous les 5 ans jusqu'à il y a quelques années. Donc c'était de plus en plus compliqué, et on est de temps en temps interpellé par des trayeurs, et notamment des trayeuses, qui sont en général un tout petit peu plus petites, qui nous disent c'est pas que j'aime pas mes vaches, mais là elles commencent à être trop grandes, monter sur la pointe de pied pour aller intervenir, ça commence à devenir compliqué. Donc il faut sûrement redéfinir les choses. Et notamment, et c'est ce qui va faire la suite avec ce que je vais embrayer juste derrière, c'est réfléchir multidimensionnel. Parce que qui dit hauteur de quai, dit aussi faire attention à la sécurité par rapport au coup de pied des vaches, par rapport au risque de chute des vaches dans la fosse. Et donc ça veut dire retravailler sur les contentions. Et ces contentions, potentiellement, si elles ne sont pas bien positionnées, elles peuvent aussi gêner sur la vue. Ce que nous disent les ergonomes, c'est que l'acte de traite, notamment la préparation des trayons, c'est un acte de précision, et qu'on le veuille ou pas, on est tenté de regarder. Et regarder en mettant la tête sous une barre de contention, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc actuellement, ce qui est encore en cours de dépouillement, c'est de nouvelles approches. Céline l'évoquait tout à l'heure, on a des technologies qui aujourd'hui nous permettent d'objectiver plus facilement certaines choses, et notamment c'est essayé à la motion capture, ce qui a permis de générer par exemple le film Avatar. On l'applique sur les trayeurs, et vous avez là sur cette photo au centre le trayeur équipé sous sa combinaison, on le voit quasiment pas, mais de la combinaison bretonne d'ailleurs, qui est sur la gauche, qui est équipée de capteurs sur toutes les articulations. Et le principe, c'est de générer un avatar sur lequel on peut faire tous les calculs possibles et imaginables. On peut lui faire refaire les simulations, et à la fin, ce qu'on veut, c'est donner une note à telle ou telle partie de la traite, pour essayer de voir si on peut ressortir quelque chose de plus objectif que le simple regard humain sur l'appréciation de tel ou tel moment de la traite. Alors c'est pas la note globale de la traite qui sera intéressante, ça sera vraiment les notations détaillées de la préparation, de la pose des faisceaux, du traitement par la suite. Et n'oublions pas que ce qui est le plus pénalisant pour les éleveurs, c'est pas forcément la traite en tant que telle, c'est souvent les périphériques, c'est la circulation des animaux, c'est le nettoyage des surfaces, et c'est les tâches annexes que sont l'approvisionnement du lait pour les veaux, la gestion des vaches à mammites, etc. Donc il faut qu'on aille rechercher aussi sur ces domaines-là ce qui se passe. Et c'est pour ça que la biomécanique c'est bien, mais l'organisation c'est aussi à regarder. Vous avez juste là un exemple parmi d'autres de suivi de traite qui ont été faits dans les élevages qui ont été audités. Et on voit que la pose des gobelets c'est à peine 10%. Il y a beaucoup d'autres choses à côté, beaucoup de circulation, beaucoup de nettoyage, et c'est souvent ça qui est un peu sous-évalué dans la réflexion, et qui pourtant a toute son importance. Le poids des éléments manipulés, la répétition des tâches est une chose, mais la répétition d'une même tâche plusieurs fois avec un poids conséquent, ça va avoir un impact immédiat. Et puis, je ne vous parle pas des conditions d'ambiance, de luminosité, de ventilation, etc. Céline a évoqué tout à l'heure, il faut se dire que tout ça, ça peut se schématiser par ce que les ergonomes appellent l'équation personnelle. Tout à l'heure, c'était une autre équation qui était évoquée, mais là aussi, il y a une équation personnelle qui fait que chaque approche doit être spécifique à l'élevage sur lequel on est en train d'intervenir, parce que toute la partie en orange, là, qui est le contexte, à savoir le troupeau, les bâtiments, les équipements sont propres à l'élevage. Ce qui est sur la droite, à savoir la partie violette, c'est aussi propre à l'éleveur, c'est-à-dire comment il s'organise, pour quelle ou quelle raison. Est-ce qu'il y a des possibilités de faire varier tel ou tel point? Ça, c'est propre à chacun. La pression mentale à la traite, il faut se dire qu'elle est réelle. Tel animal-là, est-ce que je l'envoie autant? Est-ce que le traitement mamite est finalisé? Est-ce que hier ça s'est bien passé, aujourd'hui il n'y a pas de raison que ça se passe autrement? Alors oui, il y a des assistants de traite qui peuvent aider, des nouvelles technologies qui vont accompagner, mais au global, il faut se dire que chaque cas est quasiment particulier, et qu'il faut réussir avant tout à discuter de ça avec les trayeurs, donc les intervenants réels à la traite, voire éventuellement aussi avec les intervenants extérieurs. On a souvent des interpellations, des contrôles de performance par rapport au suivi de traite qui ne sont pas toujours évidents sur certaines installations de grande dimension. Et puis c'est surtout se donner le temps de la réflexion avant l'achat ou avant la modification. Et l'idée, c'est vraiment de se dire que si on limite le risque TMS, on aura sûrement quelque chose de beaucoup plus attractif par la suite. Et maintenant, je vais passer la parole à Mathilde qui va vous parler de Calijuto.
À la ferme expérimentale de Derval, donc on a travaillé sur un sujet autour de l'automatisation de l'hygiène de traite sur les faisceaux trayeurs. C'est un projet qui a été mené en accord avec les différents équipementiers. Comme vous le savez, la traite, c'est une tâche quotidienne et éprouvante qui amène des TMS. Donc l'objectif, c'est d'alléger cette tâche, notamment au niveau du post-trempage, avec une option de désinfection des manchons entre chaque traite. Nous, à la ferme, on a souhaité s'intéresser autour de l'impact du fonctionnement sur l'installation, voir que ça ne pouvait pas engager des dysfonctionnements. On a aussi regardé la qualité d'application du produit de post-trempage. Et on s'est également, dans une seconde phase, on va s'intéresser à l'absence de résidus sur le lait et les faisceaux trayeurs. Le tout, c'est de comparer le mode d'application des 4 dispositifs, sachant qu'il y en a 2 modes de pulvérisation bien distincts. Il y a la pulvérisation au niveau de la chambre de l'embouchure et une pulvérisation sous le trayon. Donc pour ça, on a créé des trayons artificiels afin de se rapprocher le plus possible d'une mamelle de vache. On a simulé une traite au sein du laboratoire de traite de Derval pour observer la qualité d'application des différents dispositifs. Et ensuite, à l'aide de tout ça, on a calculé le pourcentage de couverture sur chaque trayon. Donc un trayon, on a pris 5 photos pour avoir les différents angles et on a délimité les zones sur le trayon pour avoir des repères ensuite. Et à l'aide d'un logiciel, on est venu donc délimiter l'ensemble de la zone et après l'ensemble de la zone qui était couverte par le produit post-trempage. Donc ça fait 180 photos pour avoir une amplitude assez importante et donc ça fait 9 répétitions par dispositif. Ce qu'on peut retenir de ces premiers essais au laboratoire de traite, c'est que l'ensemble des sphincters pour les cycles, il a été couvert, peu importe le mode de pulvérisation, c'est quand même assez homogène. On a distingué donc à droite, vous voyez la photo sphincter couvert. Donc on observe la goutte au centre et à gauche un sphincter non couvert, donc lui on ne le compte pas. On a également analysé le pourcentage de couverture selon les zones. Donc on a, comme dit précédemment, on les a délimités. Donc on a le sous-trayon, la zone 1, la zone 2, et plus on s'en va vers le haut, c'est les extrémités, zone 3 et 4. Pour l'ensemble des dispositifs, le sous-trayon, il est globalement très bien recouvert. Après, là, on va avoir des différences, c'est au vu du mode de pulvérisation. Pour les zones 1 et 2 sont globalement bien recouvertes pour le dispositif ADF et Apollo. Également un peu moins pour Derisper et Eudip, mais parce qu'ils ont une pulvérisation sous le trayon. Et par contre, on a plus de mal à aller recouvrir la zone 3 et 4 pour ces ensembles de dispositifs. Là, c'était les essais qui étaient présentés au laboratoire de traite, donc avec des trayons artificiels. Nous, on souhaite continuer cette étude au sein de notre troupeau avec une partie, donc ça sera en salle de traite, pour analyser les résidus, la désinfection, ainsi que la santé mammaire et la qualité du lait, en prenant en compte l'environnement bactérien et surtout l'aspect animal, puisqu'on aura des trayons qui seront différents, qui n'auront pas forcément la même taille ou la même morphologie. Après, surtout, ce qu'il faut penser, c'est qu'avant d'investir dans ce dispositif, est-ce qu'on a réellement besoin d'une hygiène de traite aussi pointue ou du moins automatisée? Il faut prendre en compte qu'il y a des besoins de réglage en eau et en air. Et que du coup, ça a aussi un coût en plus, notamment avec l'utilisation de produits et des manchons qui sont équipés de bus pour pulvériser le produit. Est-ce qu'il y a des questions? Vous n'avez pas? Eh ben, alors si, ouais, allez-y. Directeur de l'exploitation de Sarécole, on forme 150 jeunes de 1,55 m à 2 mètres. Le problème, c'est pas forcément l'installation de traite, parce qu'on a fait une nouvelle installation de traite qui essaie d'être la plus conforme
Mais moi, je pense qu'il y a quand même une dérive génétique au niveau notamment de la Prémostène, en termes de taille, puis surtout importation de crayons et longueur de crayon. Et donc on a des tout petits crayons qui sont à peine 1 cm de long et qui sont des fois en fin de lactation, au milieu de lactation, qui se passent. Vous ajoutez encore un phénomène de plus à distance que vous avez. Alors effectivement, on a parlé que des distances globales, les orientations des trayons, le positionnement des trayons ont toute leur importance. Et d'ailleurs, ils peuvent évoluer au fur et à mesure de la carrière de l'animal, ce qui n'est pas forcément toujours simple à gérer. Tout comme on est interpellé aussi, pour aller dans ce sens-là, par ces tendances à des croisements ou à des juxtapositions de races différentes en élevage. On a été visité il n'y a pas si longtemps que ça à l'INRA du Pin, quand on se retrouve avec une installation avec Primostein, Normande et Jersiaise, pour trouver le bon trayon, enfin du moins le bon manchon trayeur qui va s'adapter sur ce troupeau-là, pour trouver une logique de positionnement ergonomique des barres de contention, etc. Bah c'est un réel challenge, voire même une impossibilité parfois. Pour revenir sur ce que vous évoquez tout à l'heure, c'est vrai que quand on a des collectifs de travail, il n'est pas toujours facile d'optimiser l'ergonomie pour tous. C'est là où parfois il faut se poser la question de savoir s'il est légitime à ce qu'il y ait différents intervenants en même temps. Il y a des fois, il n'y a pas le choix. Quand il y a trop de postes, il faut plusieurs personnes pour gérer ces postes en question. Mais peut-être qu'il faut faire des zones de travail dédiées aux uns et aux autres et pouvoir éventuellement multiplier les planchers de fond de fosse mobile pour justement adapter le niveau du plancher du trayeur. Là, on peut difficilement adapter le niveau du plancher des vaches. Donc c'est réfléchir globalement comment on peut essayer d'améliorer les choses pour tout le monde, sachant qu'il y a des choses qui peuvent se faire assez immédiatement. Ou en tout cas, si on s'en donne la peine, ça peut aller assez vite, c'est l'organisation. Il y a des choses qui sont un peu plus moyen terme, c'est le changement d'équipement, et ce qui est plus à long terme, c'est la génétique et les orientations qui sont données sur les schémas, sur certains phénotypes qui sont plus ou moins regardés. Alors d'ailleurs, par rapport à ça, il faut noter que même la trottinette robotisée a réussi à passer outre ces trayons mal positionné ou plus difficile d'atteinte initialement, ce qui n'a pas facilité les choses, parce que quand le robot passe, en général, on se dit qu'il n'y a pas de raison que d'autres systèmes ne passent pas. Mais il faut faire quand même très attention que dans ce qui est proposé par les équipementiers, et à bon escient, il y a des matériels qui sont faits pour certains types de vaches et pas forcément pour tous. Et notamment quand vous avez des trayons très différents entre avant et arrière et que vous avez un faisceau qui est censé s'y adapter mais qu'il est mis à 90 degrés par rapport à ce qu'il est prévu à faire, vous pouvez avoir des catastrophes, dans le sens où vous allez engendrer des équilibres arrière, gauche-droite, là où on est censé compenser un déséquilibre avant-arrière. Donc tout est à prendre en compte, et notamment, j'ai tendance à dire, tout le monde s'en moque un petit peu parce que je ne fais que répéter ça, mais que la traite, c'est un animal, une machine et un trayeur, ou des trayeurs. Et si on ne joue pas sur chacune des dimensions, on a du mal à optimiser globalement la traite. J'ai une remarque pour la salle. Attendez que le micro arrive, parce qu'ici on entend très bien. Par contre, à distance, ils n'entendent pas si on ne parle pas dans le micro. Et vous l'avez fait très bien, monsieur, mais présentez-vous avant de poser la question. Et tant que j'ai la parole, je relais une question des collègues à distance. Une question sur les poids des griffes avec les systèmes automatisés versus sans système automatisé. Alors les mesures, je les ai pas forcément en tête, et c'était pas forcément ce qui était regardé dans une première intention, c'est ce qui sera regardé par contre dans la phase en salle de traite réelle, puisque il y a un retour trayeur qui est attendu, et notamment par rapport à ces aspects-là, à savoir prise en main, poids. Alors il y a le poids bien sûr, mais il y a aussi le volume que cela peut représenter, l'adjonction de ces dispositifs de pulvérisation. C'est un poids qui n'est pas forcément si énorme que ça par rapport au faisceau initial. Par contre, ça peut complexifier la prise en main. Et notamment, je pense à la griffe Apollo, qui est la plus ciblée par ce questionnement-là. Ce qui pose problème avec ce faisceau-là, c'est pas le faisceau en tant que tel, c'est que bien souvent, il n'est pas manipulé comme il le faudrait. À savoir que cette griffe-là ne se manipule pas par le corps de griffe, mais par les tuyaux longs à lait. Donc c'est ça aussi qu'on essaye d'expertiser dans ces travaux, que ce soit Ergotrek ou Caligiotto, c'est qu'est-ce qui va faire qu'un dispositif qui, sur le papier, peut amener quelque chose, parce que l'intention est sûrement louable de simplifier les tâches, comme c'était évoqué tout à l'heure, éviter les nombres de manipulations, mais qu'est-ce qui va faire que si on ne le comprend pas, si on ne l'entretient pas, c'est ce qu'évoquait aussi
Mathilde tout à l'heure, ça peut amener à des traites qui vont devenir bien plus compliquées que ce qui était souhaité à l'initiale. Donc oui, des faisceaux qui sont un tout petit peu plus lourds, mais c'est pas exorbitant. Mais par contre, c'est parfois pas suffisamment bien manipulé, ou parfois avec des installations, on va dire mécaniques et des réglages, comme l'évoquait Mathilde, qui peuvent faire qu'on n'arrive pas à 100% de satisfaction par rapport au dispositif prévu. Voilà. Moi, je sais pas si vous m'entendez. Donc Nicolas Godillère, la d'Eliance. Moi, j'avais une question sur la suite de vos travaux, là, justement sur ces griffes là, qui désinfectent. Là. On a des retours terrain très hétérogènes sur la qualité de la traite engendrée par ces griffes. Donc, est-ce que vous avez prévu dans la suite de vos essais aussi de mesurer des niveaux de vide ou des choses voilà, pour objectiver la qualité de la traite avec ces matériels-là? Parce qu'on a, on a des retours. À régler, en général, on n'a pas un impact énorme sur le déroulement de la traite. Par contre, comme tout matériel et notamment comme tout automatisme, mal entretenu, on peut vite avoir des dérives et qui vont en général de manière exponentielle plus le matériel est complexe. Et ce qui s'avère, c'est que ces matériels en question ne devraient pas normalement se retrouver sur n'importe quel matériel de traite parce qu'il y a des besoins en termes de débit d'air, en termes de niveau de vide de fonctionnement particuliers et toutes les installations ne sont pas à même de recevoir ce type de greffe. Beaucoup d'entre elles, heureusement, oui, mais pas forcément toutes. Donc c'est pas une question très différente de ce qu'on a pour est-ce que je peux mettre 2 postes de plus, est-ce que je peux mettre des déposes là où il y en a pas. C'est la même considération, c'est est-ce que mon installation support est en capacité à recevoir plus de matériel, plus de consommation, plus de complexité au global. Donc c'est souvent ça, hein, c'est que on a des installations, on imagine pouvoir mettre tout et n'importe quoi, sauf qu'elles sont déjà un peu borderline parfois sur certains aspects, et ramener un niveau de complexité, ça fait que ça fait trop. C'est pas forcément, on va dire, la philosophie du matériel qui est en cause, c'est le fait que le greffon, il n'est pas arrivé là où il fallait. C'est un rejet d'une certaine façon. Non, juste Christophe Sablé, donc président de PharmXP. Juste une remarque sur la question de la génétique. Par rapport au choix des accouplements dans les élevages, c'est aussi des choix. C'est-à-dire que on a la capacité dans les différents taureaux accessibles. C'est pas pour défendre les entreprises de sélection, mais il y a une capacité d'avoir différents taureaux selon la morphologie de la vache. Qui permettent d'avoir le type de vache que l'on veut dans les exploitations. Bien sûr, il y a toujours, je dirais, le cas qui confirme la règle, hein, qui est complètement à côté. Et voilà, moi je pense que l'inquiétude qu'on peut avoir, c'est aujourd'hui sur les mélanges de troupeaux avec des catégories de vaches peut-être différentes, hein, quand on fait le choix d'avoir plusieurs races dans le même troupeau, où là, ça peut compliquer les choses au niveau traite, parce que quand il y a des fois des mélanges pour gagner un peu en taux ou en prix du litre de lait, on rajoute de la gergèse. Les choix des agriculteurs sont les choix des agriculteurs. Mais là, c'est vrai que quand vous mangez une Primogène qui est un peu grande et une gergèse après, ça fait drôle, quoi. Faut pas oublier qu'en traite conventionnelle, on a un type de manchon trayeur pour toutes les vaches du troupeau. Et donc, on a tout intérêt à travailler sur l'homogénéité des mamelles et des trayons pour que ça se passe au mieux et qu'on puisse justement choisir ce manchon trayeur. Je me souviens d'un exposé qui avait été fait par quelqu'un de chez De Laval qui prenait le cas d'une exploitation, alors je crois que c'était au Canada, où il avait été faire des relevés de mesure de longueur et d'épaisseur des trayons. Et en fait, il s'était retrouvé avec 5 patates qui étaient en fait les nuages de points des différentes vaches, des différentes mamelles. Quand on a 5 patates éclatées comme ça, comment faire pour trouver le bon manchon trayeur qui conviendra au troupeau? Le médian, il passe pas. Si on privilégie une partie du troupeau, ça ne conviendra pas à l'autre. Et donc, on est quasiment dans des impasses parfois. Donc, c'est jouer sur l'homogénéité des vaches. Et puis, c'est parfois faire le choix de la simplicité aussi en termes de matériel de traite. Pas forcément aller sur des matériels très, très compliqués, mais des matériels, entre guillemets, un tout petit peu plus passe-partout que d'autres. Entre une première lactation et une 5-6e lactation, parce que l'objectif, c'est quand même de faire vieillir les vaches, parce que c'est celle qui rapporte le plus. Voilà, il y a une certaine déformation de la mamelle quand même. Alors il y a une déformation de la mamelle, il y a un changement de gabarit, et ça par contre, il faut faire avec. Hein. Des jeunes vaches, il y en aura toujours, des vieilles vaches, il y en aura aussi. Merci.
Martial Marguet, je vais me permettre une dernière remarque, Minute. si vous permettez. Moi, je suis producteur de lait et on parle d'attractivité du métier, on parle de conditions de travail. En tant que chef d'exploitation, si je fais le ratio des euros investis dans mon matériel de traite par rapport à mon parc matériel, j'en dirai pas plus. Sauf que on est là aussi pour accompagner les agriculteurs, faire du conseil, amener la réflexion. Et de fait, les nouvelles technologies en traite, elles sont présentes, elles existent. Je pense qu'on ne met pas suffisamment de temps, et moi le premier, à réfléchir ces aspects-là dans notre milieu de traite bi-quotidien, puisque je suis en filière aussi, le robot est interdit. Sinon, je sais ce que j'aurais. Et de fait, il faut qu'on accompagne les gens sérieusement sur la réflexion, l'ambition, le coût que ça représente et la réponse à la qualité du lait produit. Et si on dégage du revenu, il y a de l'attractivité du métier.